et on avait développé un point très, très concret qui était la question du découpage, c'est-à-dire comment les taxonomies, comment les catégories découpent le réel pour créer des catégories. Voilà. Et on avait montré que ces catégories, loin d'être quelque chose de figé, est en réalité une activité permanente de production, coproduction, dans une interaction complexe avec le champ biologique et en coévolution avec le champ biologique. Donc on était reparti d'un exemple que Miguel avait déjà développé la fois précédente, qui était celui de la catégorie du genre, hein, c'est-à-dire homme-femme, en montrant là encore que cette catégorie-là n'avait rien de figé. On avait aussi vu que si on prenait les catégories animales, humains, là encore, que toutes ces catégories-là étaient des catégories historiques. Alors j'avais essayé j'avais essayé de vous présenter une catégorie, effectivement, en tout cas, un petit peu contre nature du point de vue de l'évolution, qui pouvait apparaître un peu contre nature du point de vue de l'évolution, tant aujourd'hui on en fait quelque chose de sacré, ou en tout cas on pense en faire quelque chose de sacré, qui était l'amour, pour montrer que là aussi l'amour n'échappait pas, et que l'amour était une catégorie historique, et qu'on pouvait même dater son émergence, son apparition en Occident, en gros autour de l'an 1000 et du XIIe siècle, hein, qui correspond à une véritable rupture à l'époque médiévale. Et l'émergence de cette catégorie correspondait aussi à l'émergence d'une autre grande catégorie qui, pour le coup, va perdurer, va avoir une très longue vie, qui est la catégorie de l'homme, hein, c'est-à-dire de l'humain en tant que sujet de l'agir. Hein, on avait vu comment ces deux catégories étaient intimement liées. Et alors, cette émergence de cette catégorie amour, effectivement, c'est pas à un moment ou à un autre la redéfinition de nouvelles relations entre les amants, hein. Ce qu'on a appelé l'amour-passion en Occident, ce que Rougemont va appeler l'amour-passion, c'est cet amour qui est exalté par les poètes, par les troubadours, qui font l'expérience d'une nouvelle relation à la vérité. C'est une quête d'absolu, c'est une véritable expérience mystique, on peut dire, qui est non réductible à un modèle et qui ne s'épuise pas dans la forme, même si, pour exister, elle a besoin d'une forme. Et donc là, on était revenu sur les lettres d'Héloïse, c'est le fameux « je ne sais pas ». Ce n'est pas ça d'Héloïse dans ses lettres à Abélard. Vous savez, on avait dit, voilà, Héloïse, égrenée comme ça, on a étudié ensemble, mais l'amour, ce n'est pas ça. On a fait certaines choses ensemble, mais l'amour, ce n'est pas ça. On a joué de la musique ensemble, mais l'amour, ce n'est pas ça. Voilà, donc pour Héloïse, l'amour est cette permanente angoisse existentielle. C'est cette séparation, cette tension indissoluble entre la vie et la passion, et c'est ce que, avec Miguel, on a appelé la non-coïncidence entre l'en-soi et le pour-soi. Voilà. Alors, peut-être petite explication de l'en-soi et le pour-soi. Petite explication. Non, vous vous rappelez quand même quand on a autour de ce qu'on avait commencé à développer par rapport à l'amour, n'est-ce pas? C'est-à-dire comme cette catégorie qui va devenir si centrale et que, bon, comment va redéfinir, non, la taxinomie, redéfinir quel est le sujet. Hein? C'est-à-dire que très concrètement, l'analyse qui fait Denis de Rougemont, mais qui après va être développée par d'autres, hein, c'est qu'à ce moment-là, on va changer de sujet. Hein? C'est-à-dire le sujet était en haut, hein, le sujet de l'agir, hein, était en haut, et le sujet de l'agir va être en bas, ça va être l'homme. Hein, alors, c'est pas l'humain, hein, c'est l'homme. Alors, quand Héloïse décline, comme dit Bastien, quand Héloïse décline ce qu'est l'amour, non, parce qu'ils vont inventer cet amour-passion, hein, ils inventent cet amour-passion, ils inventent un type d'amour qui marque une relation entre les nouveaux sujets. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'amour est quelque chose qui va déterminer, va fonder comme sujet un nouveau sujet.
que moi je t'aime. Pourquoi toi? Parce que c'est vous et parce que c'est moi. Non, c'est la fameuse phrase, parce que c'est vous, c'est moi. Alors donc, là, il y a quelqu'un qui n'arrive plus d'en haut, n'est-ce pas? C'est plus les mariages ou les alliances par lignage, n'est-ce pas? C'est l'individu né dans cette détermination de que, voilà, nous décidons parce qu'il y a quelque chose entre nous qui n'est pas l'individu postmoderne qui est de libre arbitre, hein, c'est-à-dire c'est, et tout comme dit Bastien, la charge mystique, n'est-ce pas, c'est-à-dire entre nous deux, ce qu'il y a, c'est que Goethe va appeler plus tard l'affinité élective. Hein, vous savez, l'affinité élective est un mot qui vient, est un concept qui vient de l'alchimie, non, qui va dire pourquoi est-ce que l'hydrogène s'est associé à l'oxygène, parce qu'il y a une affinité élective. Alors, là, on est dans le monde de pourquoi, vous voyez? Pourquoi? Ce n'est pas le monde moderne du comment. Hein? C'est-à-dire que dans le monde moderne du comment, on oublie les pourquoi et on passe à comment s'associe l'hydrogène avec l'oxygène. N'est-ce pas? Comment? Hein? Par les dernières orbites pas, des atomes, etc., qui font les spins. Bon. Alors, à ce moment-là, la question de pour soi et en soi. L'en soi, pour le dire en termes phénoménologiques qui sont nos référents philosophiques principaux, l'en soi c'est tout ce qui est dénombrable, ce que je peux dénommer, que je peux connaître, que je peux compter, n'est-ce pas, que je peux compter, hein, ce qui est là. Le pour soi, dans la tradition phénoménologique, c'est pour ça que je précise, parce que, bon, pour Kant a une acception, il y a d'autres, pour d'autres philosophes a d'autres acceptions. Dans la phénoménologie, le pour soi, par rapport à cet en soi, n'est pas un autre, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai évoqué les fameux garçons de café de Sartre, n'est-ce pas? Qu'il décrit dans L'être lénien, c'est un passage très connu de L'être lénien, c'est un tout petit peu, vous savez, comme la Madeleine de Proust, c'est-à-dire personne lit Proust, mais tout le monde parle la Madeleine de Proust, n'est-ce pas? Bon, moi, je vous conseille de lire Proust, vraiment, ça vaut la peine. C'est une expérience anti-postmoderne, de prendre le temps de lire Proust, n'est-ce pas? Mais bon, donc, les garçons de café, c'est un tout petit peu comme la Madeleine de Proust. Tout le monde parle des garçons de café et Sartre, mais... Alors, les garçons de café, qu'est-ce qu'il dit Sartre? Il décrit un garçon de café, il dit, il se prend pour un garçon de café, n'est-ce pas? Mais quelle est la différence entre les garçons de café et les garçons de café? Il va dire, la différence c'est rien. Mais ce rien-là, à la fois c'est tout. Pourquoi? Ça veut dire que si je me prends pour un garçon de café, c'est un tout petit peu comme si je disais, mon en soi, c'est-à-dire ce qui est dénombrable, mon étiquette, c'est tout. Vous comprenez? Ce que je peux définir, c'est mon tout. Le pour soi, et c'est rien, qui, comment on a dit les mots, qui dysfonctionne, qui, le pour soi, c'est cette distance qui est rien, n'est-ce pas, qui ne coïncide pas, hein, qui fait une non-coïncidence. Mais cette non-coïncidence, c'est une pure activité, vous comprenez? Et d'une pure activité, mais qui à la fois d'être une pure activité, c'est ce qui donne l'être à l'en soi. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne coïncide pas, une non-coïncidence. Hein? Mais une non-coïncidence en quoi? Si on le dit en termes bêtes, A est égal à A. Ok. Mais si A est un être vivant, Sartre limite ça à l'être humain. Nous, non. Nous, disons, ça c'est une invariante de la vie. Si A est un être vivant, A égale à A, pas tout à fait. Pourquoi? Non pas parce qu'il y a autre chose, vous comprenez, c'est-à-dire que les garçons de café n'est pas 007 déguisé, vous comprenez? Non, le garçon de café, il n'est qu'un garçon de café. Sauf qu'un garçon de café n'est jamais qu'un garçon de café. Alors, cette différence entre A et A, qui est rien, c'est tout. Pourquoi? Parce que c'est cette dynamique, cette non-coïncidence, qui donne existence aux garçons de café. Vous comprenez? C'est-à-dire que d'un point de vue phénoménologique, l'existence sera donnée non pas par ce qui est là, dénombrable,
mais par la non-coïncidence. Cette non-coïncidence, c'est ce qu'on appelle le pour soi, c'est le synonyme de la liberté, de l'existence. Or, vous comprenez par rapport à ce que commençait à expliquer Bastien. C'est quoi cette non-coïncidence? C'est ce qui va faire le découpage, vous comprenez? C'est ce qui fait le découpage. C'est-à-dire, c'est ce qui va faire la taxonomie. C'est ce qui va dire, voilà à quoi on nomme un être humain. Voilà à quoi on nomme la nature. Voilà à quoi on nomme la culture. Vous voyez les grandes définitions. Voilà à quoi on nomme une femme. Voilà à quoi on nomme un homme. Vous voyez, voilà ce qui est l'inerte. Voilà ce qui est l'animé. Vous comprenez? C'est-à-dire que les grandes catégories, toutes les grandes catégories qui comptent et décrivent de ce qui est là, parlent de quelque chose qui existe, non pas par ce qui est là, mais par cette non-coïncidence. Bon, ça peut résonner à vos oreilles un tout petit peu la controverse avec la biologie moléculaire ou avec l'intelligence artificielle, etc. Bon, on vient, n'est-ce pas? Mais aussi, effectivement, c'est la mauvaise foi. La mauvaise foi ou la banalité du mal, n'est-ce pas? C'est le mec qui dit à l'émigré, écoutez, moi, la règle, c'est la règle, n'est-ce pas? Ou c'est tout bêtement, l'autre jour, là, je racontais, l'autre jour, j'ai traversé ici avec mes deux filles, non, comme je fais des économies, je mets les deux sur la même poussette, non, alors la grande tient la petite, comme ça, ils apprennent à être solidaires. Alors j'ai traversé, mais tout à coup, le feu commence à passer au vert pour les voitures. Alors je vois qu'il m'est resté une voiture à passer, je vois un jeune homme dans la voiture, non? Alors je fais signe d'attendre, et les mecs, ils me font, non, c'était passé au vert pour lui. Et alors moi, je ne sais pas si le mec déconne ou pas, mais bon, quand même, j'accélère un peu, et il me fume, me frôle. Bon, alors, ça, on peut toujours dire c'est un sale con. Mais si c'était qu'un sale con, c'est pas un problème. Le problème, c'est que, justement, c'est toute la mauvaise foi de se prendre pour une machine, vous comprenez? De dire, la machine, quand c'est on, quand c'est off, c'est off. Et donc, qu'est-ce qui donne l'existence? On va revenir après, non? Mais ce qui donne l'existence, c'est l'exemple que j'avais donné plusieurs fois de la différence entre un feu rouge et un mur, n'est-ce pas? Ce qui fait la différence, c'est qu'émerge une situation. Qu'est-ce qui permet qu'émerge une situation? Ce non pas les éléments présents, c'est qu'il y a tout ce qu'il y a, mais il y a quelque chose qui fait que ça ne coïncide pas. Ouais. Alors, les pour soi, non, c'est juste, c'était pour dire deux mots sur les pour soi et l'en-soi, parce que je dis pour eux, parce que la moitié, ils croient que tu parles de l'anchois. Mais là, quand Héloïse dit ce n'est pas ça, et quand on dit voilà, l'amour ne s'épuise pas dans la forme, c'est-à-dire que l'amour-passion ne se fiche jamais en un état. Elle est toujours acte. Et c'est une utopie, évidemment, de vivre dans l'amour-passion. Voilà. Donc cette tension insoluble entre effectivement la passion et la vie, et la condition de l'amour-passion, voilà. Cette dynamique-là, alors, on aurait pu lire, mais pareil quand Héloïse elle liste les qualités d'Abélard, où elle dit vous étiez le philosophe, mais pareil, ce n'est pas, voilà. C'est-à-dire oui, le contenu de l'en-soi, voilà. Exactement. Et juste, si on voit les passages, non, les passages de Dieu à l'homme, pour dire comme ça, pour parler comme disait Foucault, hein, de Dieu à l'homme, où se trouvait cette non-coïncidence dans le monde de la divinité, où se trouve se trouve dans la divinité, vous comprenez? C'est-à-dire, se trouve dans la divinité parce que soit elle n'est pas nommable, soit parce qu'il y a un non connaissable, soit parce que, bon, les différentes religions, etc., évoquent cette non-coïncidence dans la divinité. Vous voyez? Non pas de façon sous-lunaire, quoi, non pas dans notre monde. Non? Alors là, il y a un passage, vous voyez, il y a un passage de la non-coïncidence, donc ce qui donne l'existence, hein, vers l'homme. Hein, et avec des notions de l'amour, disant, voilà, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Hein. Et comme les garçons de café, c'est pas qu'à la fin, Héloïse dit,
c'est quand on joue aux échecs, vous voyez, c'est-à-dire non, c'est-à-dire que elle définit, mais vraiment je vous conseille de lire les lettres d'Héloïse Abélard, surtout les lettres d'Héloïse, non? Parce que c'est magnifique, non? Et vraiment là on voit cette puissance comme ça, existentielle, définie par un, ce n'est pas ça, non? Les non nommables, l'ineffable, que chez les néoplatoniciens c'est le non-être, l'un, pour les taoïsmes c'est le Tao. Hein? Le Tao véritable c'est celui qu'on ne peut pas ni nommer, ni définir, etc., etc. Et alors, il y a cette force comme ça, d'un principe émanatif, mais qui est, comme le dit Sartre, c'est un rien, mais qui est tout. Est-ce qu'il y a la même chose par rapport à la musique, par exemple, quand on apprend à jouer un instrument de musique, au début, on ne sait pas si on est musicien en fait. Donc on apprend un instrument de musique, on joue de la musique, et il y a ce moment où je jouais dans la rue, puis il y a un monsieur qui est venu me voir, il me fait « Ah mais vous êtes musicien !» Et j'étais embêté parce que je ne savais pas si j'étais musicien en fait, parce que j'ai joué de la musique, mais... Moi je pense que la question des musiciens, c'est comme beaucoup d'autres activités, tu vois, par exemple, moi dans ma clinique psy, tu vois, c'est-à-dire, personne n'est psychanalyste, tu vois, c'est-à-dire, dans les meilleurs des cas, à certains moments de ta clinique, il y a quelque chose de la psychanalyse que, à travers toi, les patients passent, tu vois. Et je pense que dans la musique, c'est pareil, tu peux avoir un diplôme du Conservatoire national, mais tu n'es pas musicien, tu vois. C'est-à-dire, tu fais partie d'un en soi qui permet que la musique existe. Et Sartre, il dit, un médecin qui se prend pour un médecin est un fou. N'est-ce pas? C'est le mec qui va dire... Parce que vous comprenez, c'est quand même la banalité du mal, hein, c'est Eichmann, hein, c'est-à-dire... Moi, vous voyez, c'est-à-dire, moi, écoutez, je suis médecin, vous êtes angoissé, vous allez clamser, vous n'avez pas le papier vert qui correspond au papier rouge, moi, vous voyez, c'est cette banalité du mal qui est de s'identifier avec un en soi, non? Mais bon, à ce moment-là, ce qu'il y a, c'est des passages, non, de proximité de cette amour-passion avec l'hérésie cathare, c'est aussi qu'effectivement, pour Héloïse, le bien n'est pas nommable. Et justement, c'est bien le bien est précisément ce qu'on ne peut pas nommer. Voilà. Évidemment, on l'avait dit la dernière fois, donc il y a toujours séparation, il y a toujours deux. Hein. Et on avait déjà on avait abordé la dernière fois, dans la contre-offensive théologique, on va voir se développer finalement quasiment le miroir inverse, c'est-à-dire que dans la théologie catholique, le bien est évidemment ce qui est nommable, ce qui est communicable. Et l'amour, ça va être la fusion avec l'aimé. Du coup, on n'avait pas eu le temps la dernière fois, mais alors, je vais essayer de me prêter à cet exercice de faire un raccourci vitesse grand V sur justement, peut-être, et ça va nous permettre quand même de continuer sur l'en soi et le pour soi, mais de voir comment l'offensive, la contre-offensive idéologique de l'Église face à ce qui était perçu comme évidemment totalement subversif. C'est-à-dire qu'en plus, c'était une quête d'absolu qui se passait de la médiation de la foi. Donc, évidemment, pour l'Église, c'était pas vu d'un bon œil. Et on était là on était dans une désubjectivisation, dans une totale déterritorialisation individuelle. Donc, face à ce que l'Église va considérer comme un désordre amoureux, elle va effectivement. Alors, on est là dans la grande époque du développement, du renouveau monastique. Donc quelqu'un comme Saint Bernard, Saint Thomas vont jouer un rôle clé, évidemment, dans la réforme idéologique, théologique. Alors, évidemment, ça passe, on l'avait évoqué par... Alors, j'ai vérifié, je crois que quelqu'un avait posé la question sur le sacrement du mariage, 7 sacrements, a priori, si je suis à jour. Et donc, c'est le concile de Latran IV, je crois que c'est 1215. 1215, ou voilà. Donc, on est tout à fait contemporain de la période qu'on écrit. Alors, simplement, je voulais vous lire,
vous résumez la manière notamment dont Saint-Bernard, qui va être le fer de lance de la contre-offensive, va effectivement commencer à récupérer, je ne sais pas quel est le bon terme, mais en tout cas à canaliser cet amour-passion. Alors, Saint-Bernard qui va jouer un rôle fondamental, il va établir une hiérarchie par rapport à la perfection. C'est dans le traité de l'amour de Dieu, et qui va en clair, il va aller de l'amour charnel à l'amour-passion. Alors je vais vous donner, je les ai notés les quatre niveaux. Donc déjà il y a effectivement une sorte de déculpabilisation par rapport à la chair. C'est un des premiers points de cette réforme idéologique. Et donc, premier niveau dans la hiérarchie, sachant qu'on est dans une dialectique ascendante, on part du plus bas pour aller vers le plus haut. Donc c'est l'amour charnel qui est la part animale de l'homme, grâce à laquelle il commence à s'aimer lui-même par le seul amour de soi. Voilà, donc déjà, c'est plutôt performant comme axiome. Il ne prend pas beaucoup de risques. Deuxième niveau, l'homme doit s'approprier les choses qui lui sont extérieures, incorporer des choses qui ne sont pas lui, pour l'amour de soi et non pour l'amour de Dieu lui-même. Troisième niveau, l'homme jouit de l'autre. L'homme en arrive ainsi à aimer Dieu non seulement pour son propre intérêt, mais pour lui-même. Ce stade de la foi, c'est le stade de la foi, donc le premier degré de l'amour spirituel. Et enfin, le quatrième niveau, c'est le niveau où l'homme ne s'aime plus lui-même que pour Dieu. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce que c'est une sorte de péri narcissique où l'amour de soi s'effectue par identification et soumission à l'autre. On voit là effectivement comment on en vient à accepter l'idée que l'autorité de l'Église est le chemin qui mène le bienheureux vers la félicité. Donc, et cette question-là de la soumission à la norme est quelque chose qu'on va retrouver tout au long de... Voilà, il y a toute une histoire à écrire autour de ça qu'on peut tout à fait faire remonter jusqu'à aujourd'hui. Et justement, si on a le temps, on pourrait développer la question par rapport à la question du bonheur au travail, aux nouvelles normalisations joyeuses auxquelles on nous incite tous joyeusement à nous soumettre. Il y a effectivement, je vous passe un peu, c'est un peu rapide, je fais ça un peu rapidement. Il y a quasiment, je crois que c'est un siècle plus tard, il y a saint Thomas qui va consolider un peu cette idéologie et qui lui va introduire l'idée que l'individu aime son propre bien, mais qu'il ne peut savoir ce qu'il est bon pour lui. Donc il a la nécessité d'un tiers. Évidemment, qui va jouer ce rôle de tiers? Ça va être l'Église. C'est l'Église qui, en instaurant le code, les habitus, va permettre à l'homme de s'orienter dans la recherche du bien. Saint Thomas va effectivement, finalement, je ne sais pas là-dessus si, par rapport à la question de la religion aussi, comment la religion se tourne vers l'individualité, c'est-à-dire aussi comment la religion finalement s'adresse à l'homme en tant qu'individualité. Ce qui est aussi un des passages de... Ça c'est clair, pourquoi est-ce que tout à coup il y a cette préoccupation de l'Église? C'est clair ou pas? Non. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que nous sommes donc dans un nouveau découpage du monde. C'est-à-dire qu'il y a eu des changements dans les modes de production, il y a eu des changements très grands dans la démographie, il y a eu des changements, des migrations de la campagne vers... commence l'immigration de la campagne vers des villes, il commence à avoir des villes importantes. Donc il y a des déplacements dans les pouvoirs réels, pas les pouvoirs représentés. Ces changements-là dans les pouvoirs réels commencent à opérer, c'est les racines très profondes des changements de la Renaissance, n'est-ce pas? C'est-à-dire la Renaissance avec Galilée, avec etc. Mais là, ce qu'ils commencent à voir, c'est donc ce nouveau découpage qui va déplacer l'image du pouvoir et l'image du sujet
donc comme je disais tout à l'heure, des dieux à l'homme. C'est-à-dire que l'homme a un tas de choses qu'il peut faire, dont il peut être lui le sujet, etc., etc., dans un rapport mystique. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout athée, ce n'est pas du tout sans Dieu, sauf que c'est un rapport mystique. Alors, c'est-à-dire quoi un rapport mystique? Un rapport mystique, c'est un rapport comme les cathares ou les hérésies, etc. Un rapport mystique est un rapport dans lequel chacun a accès à la chose. Vous comprenez? C'est-à-dire chacun a accès à la chose. Chose qui a beaucoup à voir avec le chiisme. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que dans la marche verte, l'effet le chiisme et toute cette politique horizontale dans le chiisme existe et est possible parce que il y a ce rapport quand même direct avec la divinité, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas entre d'intermédiaire. l'homme et Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Donc, cette possibilité qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, ça veut dire donc que effectivement, ça donne quand même un pouvoir d'interprétation, d'herméneutique, n'est-ce pas, de ce qui est la divinité en soi. Vous comprenez? C'est-à-dire que, alors, ce qui va se passer, c'est que dans l'amour-passion, l'amour que chantent les troubadours, c'est ce que j'ai dit la dernière fois, c'est-à-dire cette femme aimée n'est pas une bonne femme, c'est pas quelqu'un qui est là, vous voyez, cette femme aimée et elle est, oui, c'est une femme absolument abstraite, c'est absolument abstraite, c'est un tout petit peu l'exemple rigolo qu'on donne toujours, c'est la fameuse Dulcinée, dans les Quichotte, Dulcinée n'apparaît jamais, vous voyez, c'est-à-dire que Dulcinée est évoquée, tout ce qui fait le Quichotte le fait pour l'amour de Dulcinée, sauf que Dulcinée n'est nulle part, n'est-ce pas? Ou par exemple les troubadours, qui est toutes les interprétations, mais vraiment celle qui commence la plus peut-être géniale, la première, c'est celle de Denis de Rougemont, mais après il y a tout un travail sur les troubadours, sur les cathares, il y a plein de travaux, dans lesquels on voit bien que les troubadours, c'était qui? Les troubadours, ils parlaient de l'amour, ils chantaient l'amour, n'est-ce pas? Si, mais à vrai dire, les troubadours, il faut le comprendre comme les militants révolutionnaires internationalistes, vous voyez, qui allaient d'un point à l'autre en portant la bonne parole aux révolutionnaires, n'est-ce pas? Ils disaient, l'amour est possible, l'amour mystique est possible, nous avons Dieu en nous, n'est-ce pas? Et donc, les troubadours chantaient à cette femme qui était en haut, parfois elle n'était pas, en haut de la tour, mais ce qui est important, c'est de comprendre de quoi ils étaient porteurs. Ils étaient porteurs de cette révolution mystique qui, comme dans le chiisme, n'a pas besoin d'intermédiaire. Alors, c'est pas besoin d'intermédiaire, mais en avant cette nouvelle figure, vous comprenez, la figure de l'homme, la figure de l'individu, qui n'a rien à voir, donc, une fois encore, avec l'individu postmoderne, parce qu'il est un individu qui a l'univers en lui. Alors, plus tard, les romantiques allemands qui vont reprendre la problématique mystique de l'amour mystique des troubadours, les romantiques allemands, par exemple, le Novalis va dire est-ce que tu peux dire que tu aimes l'être aimé si tu ne trouves pas en lui l'univers? Vous comprenez? C'est-à-dire que ce que je trouve en l'être aimé, c'est l'univers. C'est-à-dire que l'amour est un rapport mystique dans lequel, pour que la chair devienne corps, il faut justement qu'il y ait quelque chose. Vous comprenez? De la chair au corps, qu'est-ce qu'il y a? De la chair au corps, il y a justement l'activité du pour soi, n'est-ce pas? C'est-à-dire quelque chose qui fait que ça ne coïncide pas avec la chair. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour que la chair devienne corps. Bon, la chair devient corps dans le corps de l'être aimé, mais non pas parce que c'est la chair. C'est-à-dire, même les cathares, les bons hommes et les bonnes femmes, ça s'appelait comme ça, les cathares, ils se baladaient toujours en couple, en portant la bonne parole, en faisant l'insurrection, et ils dormaient, les bonhommes à côté de la bonne femme, avec une épée au milieu, parce que justement, c'est-à-dire, c'était une sorte d'ascèse, n'est-ce pas? Et une ascèse en parlant de l'amour. Bon. Alors, ça met cette nouvelle figure, vous comprenez? Ça met cette nouvelle figure en avant. Ça met la figure de l'homme qui, puisqu'il a son interprétation, il peut voir. Et Saint Bernard, dans les procès de l'Inquisition qui a lieu à Soissons, contre Abélard, il va accuser Abélard de quoi?
il va l'accuser de quelque chose de très drôle pour nous. Il l'accuse de vouloir voir sans voile. Vous voyez? C'est-à-dire voir sans voile. Hein? C'est-à-dire un regard direct. Voir sans voile, c'est effectivement non intermédiaire. Hein? Bon. Alors, la réaction à laquelle fait référence Bastien, c'est que l'Église, à un moment donné, a cette capacité de se réactualiser. Et elle réalise les pertes, et elle dit, bon, maintenant, avec cette perte-là, hein, voilà, il y a des bons hommes, des bonnes femmes, il y a des individus, il y a l'amour par lignage, les alliances, pardon, par lignage apparaissent mises en cause, etc. Comment on récupère? Et alors, c'est là où nomme le troisième sacrement, puisqu'il y avait deux sacrements, il y avait le baptême et l'extrémunction, hein, ils vont nommer un troisième sacrement qui est s'unir. Mais s'unir pour donner la vie, pour avoir des enfants, pour s'aimer en Dieu, n'est-ce pas? Bon, les étages là qui définissent. Et donc, on voit bien là un mouvement dans lequel il y a une sorte de comme bagarre pour ce rôle du pour soi, comme on disait, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ok, vous voulez vous marier entre vous, ok, vous allez vous marier, mais que rien d'affinité élective, ni rapport direct avec Dieu, vous comprenez, ni mysticisme. Vous voulez vous marier, vous allez vous marier par l'Église. Et je vais vous dire à quoi ça sert le mariage, quels sont les pas, vous comprenez, c'est comme une sorte de contre-offensive, hein, qui essaie de fixer l'autre dans son en soi, hein, en acceptant les changements. Vous voyez, c'est que l'Église accepte les changements. L'importance, pour un peu faire le point, hein, l'important c'est que nous voulons venir après au changement actuel. Hein, c'est-à-dire que vous savez que nous disons que les changements qui partent d'un siècle en arrière jusqu'à aujourd'hui, nos cultures et notre civilisation est en train de subir, sont du même type de ceux qui ont commencé, pour le dire comme ça, l'an 1000. Hein? C'est-à-dire dans lequel il y a une redistribution des rôles. Hein? Il y a une redistribution des rôles, il y a une redistribution de qu'est-ce qui est un sujet, qui agit pas, n'est-ce pas? Alors, dans cette rupture, hein, qui inaugure l'époque de l'homme, petit à petit, ça prendra quelques siècles jusqu'à cristalliser dans la Renaissance, avec Galilée, etc. Et dans cette rupture, on a les origines de ce qui va être nommé, découpé comme homme, n'est-ce pas? Qui en France, effectivement, c'est la description de Descartes, n'est-ce pas? C'est-à-dire, homme est un homme mâle, ni trop vieux, ni trop jeune, ni malade, ni fou, ni endormi, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est la définition de l'individu en écartant tout jusqu'à rester avec la conscience saine, n'est-ce pas? Alors, on va définir qu'est-ce qu'est un sujet. Ça, c'est agir. C'est-à-dire quoi un sujet? Ça veut dire que s'il est trop vieux, il est agi par ses bobos. S'il est trop jeune, il est agi par son immaturité. S'il est endormi, il est agi par son manque d'éveil. S'il est fou, il est agi par ses pulsions folles. N'est-ce pas? S'il est une femme, il est agi par... c'est pas un être rationnel. Bon. Alors donc, on définit ce qui va agir. Non. Qu'est-ce qui est un sujet? Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, alors effectivement, ce sujet-là a en face de lui la nature, hein, qui est une pure mécanique. Le propre corps est une pure mécanique. Bon, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est quelque chose qui détisse et déconstruit cette construction-là. Pour un peu comme ça, pour voir rapidement, par exemple, vous imaginez que dans ce qu'on a connu comme les guerres paysannes, les guerres de religion, non? Luther, Calvin, Munzer, vous imaginez que quand vous lisez les textes de Munzer, Calvin, Luther, Luther va dire l'histoire obéit à des lois déterminées. C'est-à-dire que l'histoire, c'est pas n'importe qui. Et Munzer va dire
l'homme peut connaître ces lois-là et par son action les changer. Vous comprenez? C'est une réalité très moderne, le Münzer, n'est-ce pas? Qui est le leader, disons, ça serait d'extrême gauche dans les guerres paysannes ou les guerres des religions, n'est-ce pas? Et alors, on voit bien là qui est le sujet. C'est là où on va, n'est-ce pas? C'est-à-dire la détermination d'un sujet et l'acceptation d'un découpage d'un en soi, hein, qui, on va dire, le sujet est ça. Le sujet est ça. Et effectivement, là où on va, c'est vers les changements actuels dans lesquels il y a cet détissage du sujet de la modernité. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir quels sont les candidats à un nouveau sujet. Hein, qui sont les candidats à un nouveau sujet, hein, qui déterminent le fait de la post-politique, la post-démocratie, n'est-ce pas? Qui sont les candidats? Hein, avec Bastien, on est en train de travailler, mais là, bon, je fais un raccourci, après on revient. On est en train de travailler. Est-ce que, par exemple, en 1900, avec l'amour, le sujet avant c'était Dieu, et est-ce quelque part que les êtres humains séparés, c'était comme des modes, comme des représentations de Dieu, en fait, qu'ils n'étaient pas vécus comme séparés vraiment? Bah, c'est-à-dire les humains vivent dans la communauté religieuse dans laquelle le libre arbitre signifie qu'effectivement l'homme peut se tromper ou faire d'après la loi divine. Alors effectivement, il y a un sens de reliement, des liens, d'appartenance, hein, qui est très très fort. Bon, moi j'ai beaucoup parlé de ça dans d'autres l'année dernière, mais tous les changements qui impliquent les changements des comportements, des psychologies, non, ou par exemple quand va apparaître l'imprimerie, c'est-à-dire là on est à quelques siècles, bon, quand va apparaître l'imprimerie, les préoccupations qui sont de dire mais si les gens lisent en voix basse, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que normalement, ces ralliements-là étaient donnés par le fait que les prêtres lisaient et les prêtres interprétaient. En tant que si les gens lisent en voix basse, et ils peuvent interpréter comme ils veulent, vous voyez, et donc mal interpréter, vous voyez. Et lire en voix basse va dans cette lignée-là de la constitution du sujet de la modernité. Pourquoi? Parce que lire en voix basse signifie le développement de ce jardin intérieur, de ces plis, de cette intimité, dont on va parler aussi tout à l'heure, non? Cette intimité avec soi-même. Cette intimité avec soi-même dans laquelle A n'est pas égal à A, n'est-ce pas? Il y a une intimité dynamique, n'est-ce pas? Alors, voilà, ce que nous situons avec ces historiens, en suivant ces historiens-là, comme début de cette époque de l'homme, comme la construction d'un nouveau sujet commence, n'est-ce pas, par là, hein, c'est-à-dire l'an 1100, grosso modo, et connaît cet apogée autour de, bon voilà, 1500 peut-être. Quand dans les textes anciens, par exemple, on entend parler de l'amour, par exemple, à l'époque des Grecs, ce qu'ils entendent par amour, nous quand on lit ces textes-là, on se dit, bah, tiens, il y avait déjà l'amour en fait. Absolument, parce qu'il y a une projection, non, il y a une projection autocentrique dans laquelle on projette, c'est-à-dire que c'est très courant de lire les banquets de Platon et dire ah tiens c'est l'amour, n'est-ce pas, c'est-à-dire sauf que bon ce que Platon va définir comme l'amour, la recherche de l'autre moitié dans son dans cette histoire mythique qui fait de la séparation en deux parties, non? La vérité c'est que il y a très très peu à voir avec ce que va émerger en Occident comme l'amour, et encore moins avec ce qu'aujourd'hui on nomme l'amour. Alors, même tous les chants du roi Salomon par rapport à l'amour, les cantiques s'appellent, les cantiques des cantiques, voilà. Effectivement, il y a toute une exaltation d'un amour, mais voilà, c'est-à-dire le boulot consiste à ne pas croire que ce qui est aujourd'hui finalement existait partout et de partout avec quelques petites variations.
n'est-ce pas? C'est-à-dire que les cantiques des cantiques, l'amour que le roi Salomon évoque, comme le banquet de Platon, eh bien, si, il parle d'une passion, n'est-ce pas? Mais voilà, la forme que ça va prendre, les sujets à qui ça s'adresse, n'est-ce pas, etc., c'est tout à fait autre chose. Vous voyez, un changement. Oui, par rapport à l'émergence de cette figure de l'homme, effectivement, ce que va entreprendre l'Église par rapport effectivement à l'amour-passion, ça va être de finalement rendre l'individu indivisible, c'est-à-dire là où l'amour-passion était séparation, tension, etc., l'Église va s'évertuer de combler cette division-là, cette division entre la conscience et le désir, entre le bonheur et le devoir, voilà. Et donc, elle va réconcilier, par exemple, le plaisir charnel est plus considéré comme un mal, à condition qu'il soit codifié. Le mal devient ce qui n'est pas codifié, donc la passion. D'accord. Et c'est là, effectivement, où l'Église, je disais, anticipe effectivement le rationalisme moderne, c'est-à-dire qu'elle va vraiment... le bonheur passe par la soumission à la norme. Voilà. Et donc, Dieu ne désire pas, Dieu est un être parfait. Donc le bien suprême, l'orientation de l'homme vers le bien suprême, c'est de se débarrasser du désir. Voilà. C'est pour ça qu'on avait parlé, même, je crois que c'est toi qui l'avais dit, hein, il y a ce devenir mort, il y a le bonheur, c'est dans la jouissance de la mort, finalement. Et donc, c'est extrêmement intéressant de voir cette continuité dans le rapport à la norme, entre effectivement ce que va introduire la théologie et comment l'époque moderne, pleine désacralisation, va s'inscrire dans cette continuité-là. Le mal, c'est l'aléatoire, quoi. C'est l'imprévisible, tout à fait. C'est l'imprévisible. Parce que l'aléatoire est une des figures de la non-coïncidence. Oui. Une des figures de la Et non-coïncidence. l'absence de garantie du pouvoir. Tout à fait. Absolument. C'est-à-dire que dans ce sens-là, les pouvoirs toujours essayent de nous ramener au service des biens. N'est-ce pas? C'est-à-dire ce qu'on appelle le service des biens. C'est-à-dire cherche ton bien. Or, le problème, c'est que comment je peux savoir ce qui est mon bien? La seule façon que j'ai pour savoir où est mon bien, c'est de me rabattre sur en soi, comme on dit, n'est-ce pas? Me rabattre sur mon identité. Hein? C'est l'identité dans le pire des sens. C'est-à-dire, quand on dit, bon, mais occupe-toi de tes biens, on voit bien comment, dans cette époque comme ça, post-politique, post-démocratie, post-idéologique, etc., les partis de droite ou de gauche, parfois d'extrême gauche, ou parfois certains fascistes essayent d'échapper à ça. Mais sinon, de droite à gauche, tout le monde, la seule différence qu'il y a, c'est où est ton bien, n'est-ce pas? Alors, sont tous ils disent, ton bien est là, ton bien est là, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a tout à fait la perte de ce qui était, par exemple, le discours ou la pratique révolutionnaire, de parler au nom d'une transcendance par rapport à ces biens-là, n'est-ce pas? Parler de quelque chose qui ne s'identifie pas au bien, n'est-ce pas? C'est-à-dire introduire cette désaccommodation, cette non-coïncidence. Hein. Alors, effectivement, les pouvoirs vont dire, écoute, toi occupe-toi de ton bien. Si tu t'occupes de ton bien, nous, on peut s'occuper de toi. Hein. Le problème, c'est quand l'autre représente cet hiatus dans lequel c'est pas sûr qu'il veut son bien. Vous comprenez? C'est pas sûr qu'il veut son bien. Vous savez pas, je sais rien, mais la phrase typique des révoltes indiennes en Amérique du Sud et en Amérique du Nord aussi, au Chiapas, mais un peu partout. Ils disent quelque chose qui rendait fou aux Espagnols à l'époque et qui rend fou aujourd'hui le pouvoir en place, hein, parce qu'ils disent nous sommes déjà morts. N'est-ce pas? Ils disent nous sommes déjà morts. Hein, c'est comme un cri de guerre. Nous sommes déjà morts. Et alors, nous sommes déjà morts, ça veut dire ça veut dire
il n'y a aucun bien que tu puisses m'offrir. Tu ne peux pas me connaître. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu ne peux pas m'offrir mon bien parce que tu ne peux pas me connaître, parce que je ne parle pas du côté de cette vie réglementée, comptable. Vous voyez, c'est-à-dire que je ne parle pas au nom des services de mes biens. Et alors donc, il y a là quelque chose de cette désaccommodation, non, qui est mise en avant, et que c'est quelque chose qui vraiment est un cri de ralliement des différentes nations indiennes en Amérique, et qui est se mettre à côté de tout ce que le pouvoir peut offrir. C'est-à-dire qu'il lutte d'une façon radicale, hein, mais dans ce que Bastien évoquait, ce n'est pas ça. Alors ils disent, vous voyez, par exemple, un tout petit peu de façon plus petite, mais vraiment quand même, c'est quand même symbolique. Vous voyez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui juste avec Notre-Dame-des-Landes, hein, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils veulent la préfète, qu'est-ce qu'ils veulent le pouvoir? Le pouvoir, ils veulent le faire plier, mais non pas qu'il s'en aille, qu'il reste, mais qu'ils demandent leur bien. Vous comprenez? Si les gars qui sont là, si les sadistes acceptent de dire je veux cette lopin de terre pour moi, je vais travailler, et les projets, la préfète était plus claire, c'est un cynisme incroyable, la préfète était archi claire. Tout projet est bon. Vous voyez, c'est-à-dire que donc on dit, mais comment tout projet? Bon, normalement, tu imagines, c'est-à-dire pour octroyer des terres à un particulier, je sais pas quoi, normalement il faut un projet qui soit accepté. Non. L'important, c'est que les sadistes disent qu'ils ne sont pas morts, vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils disent où est leur bien, et que leur bien coïncide avec ce que le pouvoir peut donner. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils ne les virent pas, ils leur donnent des terres, si ils demandent ce que le pouvoir peut donner. Alors, une partie des sadistes, ils demandent les biens que le pouvoir possède, les autres, ils demandent un bien que le pouvoir ne possède pas. Parce qu'il n'est pas un bien dans ce monde-ci. Ils demandent, nous, on est pour la nature, nous, on veut défendre ces lieux-là, nous, on veut inventer notre mode de vie. Ils parlent beaucoup d'art, par exemple. Alors, vous imaginez, pour la pauvre préfète, que déjà, pour être préfet, il faut être pas mal limité, mais celle-là, elle gagne la course. Et pour la pauvre préfète, quand elle dit, mais nous, on est des artistes. Et alors là, c'est la merde, parce que sont des artistes, qu'est-ce qu'ils font là, les artistes, ouais. Et donc, ils sont, dans les sadistes de Notre-Dame-des-Landes, ils sont une façon archi-subversive, vous voyez, de parler, qui, pour moi, en tant que latino-américain, évoque ce langage des Indiens, n'est-ce pas, qui est demander quelque chose à côté de la plaque. Vous voyez, c'est-à-dire, ce que je te demande, tu ne l'as pas. Et alors, quelle est la phrase d'Héloïse Abelard par rapport à l'amour, n'est-ce pas? C'est je te demande de refuser ce que je te demande de refuser ce que je te demande parce que ce n'est pas ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ne me donne pas ce que je te demande parce que ce que je te demande, ce n'est pas ça. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce n'est pas ça. Vous voyez, ce n'est pas ça un abîme. Ce n'est jamais ça. Ce n'est jamais ça. Alors, c'est le contraire de l'amour, dans ces cas-là, de l'amour vie, pour le dire comme ça, vie dans le sens non pas noble, disons vie dans le sens de service des biens, pour dire comme ça. C'est le contraire de l'amour, service des biens dans lequel, effectivement, il dit, bon écoute Marinette, je t'offre une bague, une bagousse au diamant, maintenant, ça y est, tu vois, je t'aime, je te fais une bagousse au diamant, n'est-ce pas? Et alors donc, Marinette doit dire, écoute, tu m'as offert une bagousse au diamant, mais l'amour, ce n'est pas ça. Alors, l'autre, elle dit, mais merde, qu'est-ce qu'elle veut, une Rolls maintenant, vous voyez? Et en fait, Marinette, comme elle a lu les lettres d'Héloïse Abelard, les rend fous à Robert, parce que Robert lui fait des cadeaux et des cadeaux, il lui dit, bon, mais merde, ça y est, maintenant je t'ai marié, je vais te faire la bagousse, je vais te faire la Rolls, et l'autre, il dit, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Et en fait, si Marinette elle est radicale, révolutionnaire et romantique, ce qu'il demande à Robert, c'est ce que Robert ne peut pas donner. Vous comprenez? Et demander ce que l'autre ne peut pas donner,
est justement soit la révolte radicale, soit le pacte amoureux. N'est-ce pas? C'est-à-dire deux qui sont liés par une demande de ce qu'ils ne peuvent pas donner. C'est la non-promiscuité totale. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est une intimité sans promiscuité. Ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'il y a une émission il y a 30 ou 40 ans, France Culture, que je n'ai pas oublié, c'était l'interview d'un drogué. Et à un moment donné, il dit, le drogué dit, mais c'est jamais ça. C'est-à-dire, je ne peux jamais être content, c'est jamais ça. Bien sûr. Et c'est Schneebia qui dit qu'on est tous finalement drogués. C'est-à-dire qu'on cherche tous quelque chose qu'il n'y a pas. Mais qu'est-ce qui distingue un drogué de nous? Le drogué, il n'accepte pas. Tandis que nous, on l'accepte. Et c'est jamais ça. Est-ce qu'il faut... Je sais pas, je pense qu'il n'a pas fait de la clinique de toxicomanie, Stigler, alors s'il dit ça. En fait, je crois que les problèmes pour travailler en tant que clinicien, je dirais qu'au contraire, le problème des toxicodépendants, c'est qu'il a trouvé en ça. Tu comprends? C'est-à-dire, le problème des toxicodépendants, c'est qu'il a trouvé en ça. Tu vois? Et s'il y a quelque chose qui ne peut pas être nommé sans psychologiquement, parce que c'est toujours réactionnaire, parce que justement, sans, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas nommer la santé d'un point de vue éthique dans la psy? Ben parce que la santé, c'est ce qui est, ce n'est pas ça. C'est ce que c'est jamais ça. Je me souviens en travaillant en toxicodépendance avec une clinique toute bête, tu vois. C'est-à-dire, les toxicos, ils me disaient, à juste titre, ils disaient, mais écoute, 6 mois plutôt que de me chuter, j'ai trouvé un boulot, à l'époque chez Renault, maintenant je ne trouvais plus parce que ça n'existait plus. Et alors j'ai trouvé un boulot chez Renault, je travaille comme un animal et le samedi soir je me saoule la gueule, je rentre chez moi, j'ai vomi tout le dimanche et lundi je vais travailler pour l'équipe psychiatrique, hein, vous, et c'est un succès, n'est-ce pas? Et alors, on me disait ça, et je disais, oui, le problème, c'est que pour moi, non. Et on me disait, mais alors, toi, qu'est-ce que tu proposes? N'est-ce pas? Je ne te propose absolument rien, tu vois, c'est-à-dire, je ne te propose rien. Pas bon. Je n'ai pas fait long feu en toxicodépendance. Après, j'ai travaillé avec la méthadone, c'était un peu plus loin, bon, enfin, peu importe. Mais en tous les cas, non, je pense que les toxicodépendants, justement, c'est une figure un peu romantique de dire que nous, on ne se contente pas lui. Effectivement, on peut dire que chez les non-toxicodépendants, il y a une autre façon de trouver son ça, qui est le service des biens, qui est vouloir avoir une 4x4, qui est, je sais pas, ce sont tous des envies aliénées, que comme dirait Guy Debord, dans la société des spectacles, il dit, on ne trouve pas ce qu'on cherche, on cherche ce qu'on trouve. C'est-à-dire, je cherche ce que je trouve, n'est-ce pas? Qu'est ça à voir avec les désirs aliénés typiques des applications de nos machines digitales. Hein? C'est-à-dire on passe notre journée en train d'explorer les possibles de la machine en ne laissant aucun temps pour savoir en quoi cette machine peut servir mes possibles. N'est-ce pas? Parce que mes possibles, je les ignore. Alors, avant de passer à la toxicomanie, j'étais en train de parler de quoi, moi, que c'était très intéressant. Non, mais effectivement, l'obéissance à la norme, c'est la garantie, effectivement, de faire justement ce qu'Héloïse refusait, c'est-à-dire de céder devant l'angoisse existentielle. Voilà. Donc c'est ça la promesse de l'obéissance à la norme. C'est conjurer l'angoisse face à l'imprévisible, face à l'incertain. C'est éviter l'angoisse. Est-ce que ça correspond avec l'apparition de la morale? Est-ce que je cherche à couper Spinoza, justement? Si, tout à fait. C'est-à-dire que c'est une morale, oui, justement. J'étais dans le point de l'intimité ou la promiscuité avec soi, ou l'intimité ou la promiscuité avec l'être aimé, n'est-ce pas? Oui, la morale est aussi, si tu veux, une sorte d'artefact de contrôle qui sert à externaliser ton angoisse existentielle. L'angoisse existentielle, non, telle qu'on l'a définie Sartre concrètement, c'est justement cette angoisse de ne jamais coïncider avec ton en-soi. Pour le dire d'une façon que c'est plus proche de notre travail, hein, c'est-à-dire pour nous, coïncider avec son en-soi, c'est quand le corps devient cher, c'est-à-dire quand tu clamses.
n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est la mort. C'est la mort. C'est-à-dire que la seule possibilité de coïncider, c'est pour ça que c'est faire les morts que tu évoquais tout à l'heure, c'est faire les morts, n'est-ce pas? Faire les morts. Hein? Faire les morts signifie justement cet sadisme, n'est-ce pas, des guichetiers qui dit vous n'avez pas la carte de séjour donc je ne peux pas vous donner la carte de travail, et l'autre il dit mais si vous n'avez pas la carte de travail je ne peux pas vous donner la carte de séjour. Et alors, bon, les seuls trucs à dire d'un point de vue clinique maintenant, c'est qu'effectivement dans cette mauvaise foi de s'identifier à l'en-soi, hein, c'est-à-dire quand le mec il dit ah, écoutez, moi, voilà, l'autre fils de pute qui voulait m'écraser, il dit ah, écoutez, moi, c'était vert, je vous écrasse, n'est-ce pas? Ou les guichetiers qui dit ah, écoutez, vous n'avez pas le papier vert, donc je ne peux rien pour vous, vous crevez, vous restez sans boulot, le papier vert, vous voyez. Alors, le seul problème, donc Sartre va identifier ça avec la mauvaise foi, c'est un article, c'est un argument de mauvaise foi. C'est qu'Hannah Arendt va identifier avec la banalité des mal, etc. Le seul truc que la clinique psychanalytique, que soit phénoménologique comme moi, ou freudienne, ou lacadienne, ou des autres, n'est-ce pas, est introduit et qui me semble très intéressant, c'est le constat de que dans l'argument et dans la vie de mauvaise foi, il y a une jouissance. N'est-ce pas? C'est-à-dire que les petits cons qui disent vous n'avez pas le papier vert, moi je suis guichetier, vous voyez. Bah, le petit con qui dit écoutez, moi je ne peux rien, moi je suis mon en-soi. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que ce petit con-là est en train de jouir. N'est-ce pas? C'est un jouissance sadique, effectivement, c'est un jouissance sadique. Il jouit, il dit, moi, c'est-à-dire que c'est pour ça que ce qu'on travaille là, c'est aussi on le travaille en essayant de penser ensemble à la fois, non, parce que c'est ce qu'on évoquait la dernière fois, on n'a pas apporté, non, mais les fameux textes de Simone de Beauvoir, hein, on ne naît pas femme, on le devient, n'est-ce pas? Parce que si femme est une détermination biologique, culturelle, ce que vous voulez, n'est-ce pas? Si femme est une détermination dans laquelle il y a un en soi qui correspond à la femme, c'est une canaillerie. C'est-à-dire qu'il y a un devenir femme, hein, qui ne coïncide jamais avec l'en soi qu'on veut mettre collé dessus. Hein? Que c'est aussi un tout petit peu, après pour aller vers la promiscuité, mais pour dire en deux, mais c'est un tout petit peu le problème de tradition, des fondamentalismes, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand quelqu'un évoque un fondamentalisme, hein, c'est-à-dire un intégrisme, intégrisme ça veut dire les textes et tout le texte. Alors qu'est-ce qu'il va dire l'intégriste? L'intégriste il va dire les textes disent ça. Il nie sa présence comme exégète. Il nie sa présence comme exégète. Vous voyez, c'est-à-dire les textes disent ça. La tradition dit ça. Or, la tradition n'existe pas parce que pour exister la tradition, quelle que soit, pour exister la tradition, il faut cette désaccommodation du devenir dans laquelle les textes font partie du soubassement de cet en soi. C'est compréhensible ça? Hein? C'est-à-dire que pour... non mais si c'est pas clair, si c'est clair, c'est-à-dire que là, les fondamentalistes religieux, non, il va dire, moi je respecte le livre, et que les livres, n'est-ce pas? Donc il jouit. Hein? Donc il jouit. Au passage, c'est un gros cochon. Mais les mecs, ils disent, je respecte les textes en tant que texte. Bon. Le problème, c'est que pour que les textes existent en tant que texte, n'est-ce pas, il faut bien quand même qu'il y ait une activité qui les fait exister. C'est-à-dire, imaginez-vous un monde dans lequel les textes soient là, dans un monde sans vie. Ben, ce n'est plus un texte, vous voyez, c'est-à-dire,
c'est arrivé, par exemple, des textes qui pendant des siècles n'ont pas été des textes et qui sont redevenus des textes avec Champollion, par exemple, Champollion avec les hiéroglyphes en Égypte, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est redevenu un texte. Hein? C'est redevenu un texte. On pensait que c'était une décoration, c'est redevenu un texte. Mais pourquoi ça redevient un texte? Ça redevient un texte parce que quelqu'un le donne à cet en soi-là le pourçoit d'une interprétation. S'il y a une seule chose qui est sûre, c'est que Champollion n'a pas lu ce que les Égyptiens ont écrit. N'est-ce pas? Champollion interprète par des invariantes non, itératives, hein, il interprète un code qui peut dire plus ou moins ça, n'est-ce pas? Mais il n'existe aucun texte que je puisse lire en tant que texte, n'est-ce pas? Alors, ça aussi, il faudrait essayer de faire des assimilations par rapport à l'intelligence artificielle, les appareils de lecture qui analysent les textes, vous savez, c'est-à-dire, il y a très peu de temps, ils ont mis au point des algorithmes qui permettaient pour les avocats et les juristes de lire, vous savez qu'il y a des milliers de feuilles non, dans les dossiers, de lire des milliers de feuilles, de lire, c'est-à-dire un algorithme ne lit pas, n'est-ce pas? Bon. Mais de prendre l'information qu'il y avait dans ces milliers de feuilles et faire une synthèse de quoi il parle. Vous imaginez? C'est-à-dire que, donc, c'est l'idée aujourd'hui absolument, parce qu'on dit, oh, regardez les fondamentalistes religieux iraniens. Non, comme lui. Regardez les fondamentalistes religieux, n'est-ce pas? Alors on dit, mais on n'a pas besoin de voyager très loin pour regarder les fondamentalismes. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que nous sommes dans une civilisation qui est en train de croire que des algorithmes pourraient, n'est-ce pas, interpréter et lire des milliers de pages et dire qu'est-ce qu'ils disent ces pages. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est exactement une caricature au stabilo des fondamentalismes. Pourquoi? Parce que c'est un texte qui pourrait exister sans pour soi. Vous comprenez? Alors les pour soi, je vous rappelle, les pour soi, c'est ce qui donne l'existence, c'est la liberté, c'est l'autre nom de la liberté, c'est des accommodations qui fait que... Alors effectivement, un texte, c'est un texte, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas lire le Capital de Marx et dire qu'il disait que l'ouvrier, il est payé pour son travail. Vous ne pouvez pas lire le Capital et dire ça, effectivement, parce que le Capital se base sur cette pierre fondatrice, non, qui dit qu'il y a une différence entre travail et force de travail. Ok, mais simplement, c'est-à-dire, on ne peut pas tout faire dire en texte, mais pour que les textes disent, non, parce que, attention, c'est-à-dire pas tout exégèse c'est possible non plus, on ne peut pas tout faire dire en texte, mais pour que les textes disent, ben, il faut quand même un pour soi qui les fasse exister. Alors, cette question du pour soi comme désaccommodation, n'est-ce pas? C'est ce que je disais, c'est ce que les pouvoirs, que ce soit les pouvoirs centraux ou un pouvoir diffus, essayent de faire exister, ça serait un malvenu le mot, hein, essayent que ça fonctionne comme ça, n'est-ce pas? Parce que c'est cette opposition que nous faisons entre fonctionner et exister, n'est-ce pas? Or, c'est aussi un fonctionnement de soi envers soi. C'est le fonctionnement de la mauvaise foi. C'est le fonctionnement psychopathologique qui dit, par exemple, vous savez, les psychanalystes orthodoxes, tout ça, ils ont crié « Oh, horreur » quand Sartre a défini la pathologie mentale comme mauvaise foi. Pas la névrose comme mauvaise foi. Et alors, pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il va dire le névrosé? Le névrosé va dire, étant donné qu'à moi m'est arrivé ça, je ne peux faire que si. Vous comprenez? C'est-à-dire que la mauvaise foi est établir une linéarité des causes à effet en soi. Vous comprenez? Une linéarité des causes à effet en soi. C'est-à-dire, étant donné que dans les textes il y a écrit ça, j'ai fait ça. Étant donné que quand j'étais petit, ma maman ne me donnait pas de chocolat, j'ai fait ça. Étant donné, vous comprenez, c'est-à-dire que la mauvaise foi, hein, est systématiquement ces mouvements dans lesquels je
essaye d'interpréter ma vie, un système politique, religieux, peu importe, n'est-ce pas, comme un système d'élan soi dans lequel, puisqu'il y a ça, de façon linéaire, prédictive, inévitable, tout ce que vous voulez, donne ça. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ce qui va introduire le pour soi, c'est cette existence situationnelle dans laquelle tout ce qu'on dit est vrai, tout est là, tous les éléments du système sont là, sauf que ce n'est pas ça, comme dirait Héloïse, sauf que ce n'est pas ça. Il y a quelque chose qui... Je peux revenir un tout petit peu en arrière. C'est l'angoisse existentielle. On ne peut pas avoir une angoisse existentielle de coïncider avec soi. C'est-à-dire qu'il y a deux types de... Par exemple, la philosophie, ça veut dire l'amour de la sagesse. C'est pas la sagesse, je crois, le sage, il c'est l'amour de la avec sagesse. soi. Tandis que les philosophes, son angoisse, c'est coïncider avec soi. C'est-à-dire que l'angoisse existentielle, pour dire juste comme Sartre va la définir, ou dans certaines phénoménologies on la définit, l'angoisse existentielle c'est basé sur cette réalité de que, oui d'accord, tout ce que tu as comme passé, tout ce que tu as comme réalité dénombrable est là, non? C'est que tu n'es que ça, mais à la fois, tout ça dépend de ce que tu vas faire, de ce que tu fais. Tu dois continuer à faire. Ça ne signifie pas une liberté comme on a voulu croire à l'époque des existentialistes, que ne disait pas Sartre, non? Qui croyaient qu'on avait le choix, n'est-ce pas? On a le choix. C'est-à-dire, Sartre lui-même, non? C'est-à-dire, on va dire, mais non, on n'a absolument pas les choix. La liberté, ce n'est pas les choix, il va dire Sartre. La liberté c'est choisir, mais c'est choisir dans sa destinée, hein, comme ce qu'on disait de Leibniz, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je peux imaginer un Adam non pécheur, sauf que ce n'est pas compossible avec le monde réel, n'est-ce pas? Bon, alors, l'angoisse existentielle est cette... effectivement, nous ne suivons pas Sartre, ni Heidegger encore moins, dans le sens du monopole humain par rapport à ça, non? Alors l'angoisse existentielle pour nous est cette expérience, et non pas cette conscience, cette expérience de que ce que tu es, tu dois le devenir. Alors, pour moi, c'est le synonyme, c'est une variante du vivant, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est ce que j'ai l'exemple typique d'un oiseau migrateur et migrateur. Tu vois? Et certainement, les biologistes moléculaires, ils vont te trouver les gènes de la migration, tout ce que tu veux. Un oiseau migrateur est migrateur. Sauf que il doit migrer. Tu vois? C'est bien ça. C'est pourquoi nous mettons cette activité de désaccommodation du pour soi comme une invariante du vivant et non pas de l'humain. Chez l'humain, ça se passe d'autre façon parce que parmi la donne, il y a aussi son articulation, notre articulation avec la pensée symbolique, avec la conscience réflexive, n'est-ce pas? Mais je crois qu'à n'importe quel niveau, et chez nous peut-être avec une certaine complexité, cette angoisse existentielle et cette angoisse de que ce n'est jamais suffisant, tu comprends? C'est-à-dire ce n'est jamais suffisant. C'est-à-dire que tu es vivant jusqu'à que tu es vivant. Tu vois? Justement, parce que moi j'ai traduit coïncider avec soi, c'est être mort. Coïncider avec toi, c'est être mort. Oui, parce que toi tu dis, l'angoisse existentielle, c'est de ne pas coïncider avec soi. Si. Or la vraie angoisse, c'est coïncider avec soi. Non, la vraie angoisse, c'est pas coïncider avec soi. L'angoisse existentielle, c'est le fait de que je voudrais, tu vois, comme dirait Sartre, un médecin qui se prend pour un médecin est un faux. Bon, mais ça y est, je suis médecin. Alors le mec, il dit, je suis médecin, foutez-moi la paix, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, comme tu disais par rapport à la musique, tu vois, ben voilà, j'ai sorti premier au conservatoire. Si tu veux, mon chéri. Mais là, maintenant, tu dois jouer la musique. Tu vois? Et jouer la musique, ce n'est jamais d'une fois pour toutes. Tu vois? Alors, l'angoisse existentielle, c'est justement cette incapacité, cette impossibilité, on dirait heureusement, tu vois, mais cette impossibilité de coïncider avec soi. Tu vois? C'est un tout petit peu, tu vois, les problèmes pour l'exemple de l'amour, puisque Héloïse, on la met comme notre marraine fondatrice de Ce n'est pas soi. Ce n'est pas ça. Et ben voilà, c'est la blague de dire non, mais écoute, je t'ai offert la bagousse, je t'ai offert la bagnole. Tu vois, c'est-à-dire, c'est l'effet
c'est cette angoisse de dire, mais je voudrais être sûr que j'ai son amour, tu vois. Et tu vois, c'est-à-dire, je voudrais être sûr qu'elle m'aime moi, tu vois. C'est lié aux distinctions fondamentales entre besoin et désir. C'est-à-dire les besoins veulent être satisfaits, le désir va être au contraire renforcé. On ne demande pas d'un bien-aimé, satisfais-moi comme un bon plat, mais rends-moi encore plus aimant. C'est ça que je le comprends. Si, on peut le dire comme ça. Simplement, si tu veux, c'est pas que je le dis bien, tu le dis mal, c'est simplement j'explique comment je le dis, tu vois. C'est-à-dire que là, dans la tradition dans laquelle nous travaillons, qui est la tradition phénoménologique, l'angoisse existentielle est due à ce que Freud va appeler la pulsion des morts. La pulsion des morts, finalement, c'est ça. La pulsion des morts, c'est une envie de, finalement, être ça. Tu vois, envie d'être ça. Donc, ciao, c'est ça. Tu vois, ce qui est là. Non? Que c'est un tout petit peu, c'est drôle parce qu'en Argentine, tous les gouvernements réactionnaires, le gouvernement réactionnaire actuel et la réaction un tout petit peu droitière, merdique, a un mot d'ordre, non, par rapport à la gauche, par rapport aux Indiens Mapuche qui se révoltent, je sais pas quoi, par rapport à tous ceux qui se révoltent, il dit es lo que hay. C'est ce qu'il y a. Ils disent, vous comprenez? C'est ce qu'il y a. Tu vois? C'est ce qu'il y a, ça veut dire tu fais ce qu'il y a. Et l'éthique est de dire ce qu'il y a ne suffit pas. Mais alors, donc, le pouvoir dire ne te suffit pas, vous comprenez cette dynamique des pièges, non? Ah, ce qu'il y a ne te suffit pas, qu'est-ce que tu veux? Vous voyez? C'est là où, à la fois, ça explique pourquoi aucune révolution peut être la révolution, n'est-ce pas? Et pourquoi toute pensée en termes révolutionnaires classiques ne peut qu'occasionner la terreur. Parce que la révolution qui se prend pour c'est ça, ne peut que réprimer. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand les libérateurs arrivent au pouvoir, tout celui qui s'oppose à libérateur ne peut être que réactionnaire et écrasé. Vous voyez, à Cuba, il y avait quelque chose de très drôle, parce que à l'époque de Fidel Castro, il y avait par exemple un congrès des chirurgiens dentistes, non, à Cuba. Et alors donc, il apparaissait Fidel de façon inopinée, toujours inopinée. Il apparaissait, mais c'était inopiné, mais inévitable à la fois. Il apparaissait Fidel, et alors les petits larbins qui dirigeaient le congrès disaient Fidel qui est le plus grand chirurgien dentiste du monde. Après, il apparaissait un truc, je ne sais pas, sur peu importe, agriculture. Fidel, le plus grand agriculteur. Moi, j'avais proposé, sans succès, qu'on fasse un congrès des fils de pute à Cuba. Alors, oui. Oui, tu voulais intervenir parce que là, j'ai. Non, je peux parler de Big Data ou pas par rapport à... Si, par rapport à un soi, oui. Oui, par rapport à un soi. Oui, comme l'a dit Miguel, effectivement, pour le pouvoir, il y a absolument, et comme pour l'Église, il n'y a rien d'impossible à désirer. Hein, enfin, et aujourd'hui, vous savez bien que même dans vos entreprises, dans la mienne en tout cas, enfin non pas dans la mienne, mais on vous dit bien, il n'y a rien d'impossible à désirer à condition de désirer ce qui est représentable. Voilà. Et ce qui est représentable, c'est le bien. Le bien est ce qui est communicable. Donc le bien communicable, c'est-à-dire que c'est également le bien de l'autre. Et le bien de l'autre, c'est quoi? C'est la norme. Voilà. C'est le terrorisme de l'évaluation dans les institutions. Tout à fait. Tout à fait. C'est incroyable. Et simplement, justement, dans la théologie, cette fois, l'obéissance à la norme, c'est quoi? C'est la condition de la fusion avec l'un. Hein, on l'a dit, la fusion avec l'aimé, c'est le point 4 de Saint-Bernard, des 4 niveaux de Saint-Bernard. Et c'est d'atteindre effectivement cette espèce d'auto-transparence, de dominer ses passions. Alors évidemment, obéir à la norme, aujourd'hui, c'est quasiment à portée de main, et l'auto-transparence devient à portée de main avec les big data. Parce qu'avec les big data, il ne s'agit plus de rendre, hein, comme c'est Foucault avec le but pouvoir, il ne s'agit plus de rendre les corps dociles à la norme, il s'agit de rendre la norme, les normes dociles au corps. Hein.
C'est-à-dire que on dit souvent avec les big data, c'est la disparition de la normativité, de toute forme de normativité. C'est vrai dans le sens où effectivement, il n'y a plus de catégories statistiques au sens traditionnel, il n'y a plus de moyenne. Hein. Même les points aberrants rentrent dans le profil, sont pris en compte dans le profil. Au contraire même, dans le travail des big data, il faut intégrer ces points-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est entouré de nos profils. D'accord? Et il y a autant de profils qu'il y a de micro-comportements. Et comme le dit Antoinette Rouvroy, qu'on a déjà cité, au bout d'un moment, refuser ces profils, ça revient à se refuser soi-même. Hein. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que finalement, ce n'est pas un oubli de la norme, ce n'est pas une disparition de la norme, c'est éventuellement un oubli de la norme. Et moi, on peut même, à mon avis, parler d'une fusion avec la norme. C'est-à-dire qu'avec les big data, il n'y a plus de séparation entre eux, effectivement. Regardez Google, l'ambition de Google et d'Amazon, c'est quoi? C'est de faire en sorte il y avait même un projet, je crois, où Amazon vous livrait un produit avant même que vous l'ayez commandé. Alors ça, c'est du marketing, c'est ce qu'on veut, mais par contre, dans l'idéal type de la promesse algorithmique, de la gouvernementalité algorithmique, c'est ça l'idéal type de la promesse. C'est faire en sorte que vos désirs vous précèdent. Donc il n'y a plus de distance entre vous et les normes, il n'y a plus cet effort pour obéir à la norme. Donc, et au passage, d'ailleurs, si vous obtenez ce que vous désirez avant même que vous le désiriez, évidemment, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire, d'ailleurs, l'objectif des big data est bien de suspendre les effets de l'incertitude, de suspendre les effets de l'imprévisibilité. On n'est plus dans la prévention. Hein. Et simplement, évidemment, plus de hasard, et plus de hasard non seulement en termes de probabilité, hein, c'est plus de hasard au sens du hasard ontologique. Hein, c'est-à-dire que je trouve ce que je cherche. Je n'ai plus d'autre chance, comme dans l'amour, effectivement, de trouver précisément ce que je ne cherchais pas. Hein. Donc, il y a une sorte là de réalisation de cette fusion-là. Ouais. On peut dire que la norme arrive en amont. Une normalisation arrive en amont. Ouais. C'est-à-dire que pour dire un tout petit peu vers où on va, en fait, la big data et la gouvernementalité, les banques de données. La science des données. Science des données. Ouais. Oui. Non, c'est les grosses banques de données. Ouais, mais qu'est-ce qu'on en fait? On en fait une science c'est-à-dire qu'on fait une science très particulière, parce que c'est une science de corrélation, une science qui abandonne toute recherche de causalité. Alors, avec la gouvernance algorithmique, n'est-ce pas, qui est celle qui existe aujourd'hui, déjà, hein, dans macroéconomie, dans tout, c'est-à-dire les humains ne sont plus aux manettes. Hein, c'est-à-dire les humains, ce sont eux que... L'hypocrisie consiste à dire on a des machines qui aident à la décision. N'est-ce pas? C'est-à-dire, si on est un tout petit peu moins cynique, on dit il y a des humains qui aident les machines qui prennent des décisions. N'est-ce pas? C'est-à-dire parce que, effectivement, par Big Data, qui va faire les poids, qui va avoir la prétention de s'opposer à des milliards de données en quelques microsecondes qui t'informent sur ce que tu vas faire là. Bon. Alors donc, Big Data, effectivement, c'est-à-dire agit dans le sens d'une sorte d'un soi qui va de soi, qui précède. Et qui précède et qui rend absolument délégitime toute prétention de qu'il y ait une non-coïncidence. N'est-ce pas, qu'il y ait une non-coïncidence. Alors, nous avons commencé le séminaire cette année avec un défi, puisque l'idée c'est de dire, bon, penser agir dans la complexité. On a dit, il se passe quelque chose, parce qu'on est de plus en plus informés. Cette information, vous vous rappelez quand on avait développé la différence entre information et connaissance, qui dépendent des corps situés, etc. Eh bien, cette information, le problème c'est qu'elle arrive à quelqu'un qui est la figure de l'impuissance, c'est l'individu. Le problème, c'est à qui arrive cette information. Cette information arrive à cet individu qui est de plus en plus capturé par les mécanismes digitaux, de plus en plus décomposés, disloqués, n'est-ce pas, dans sa pratique quotidienne, hein, par des mécanismes
digital. Ok, très bien. Alors, nous voyons bien comment, petit à petit, nous allons vers quelque chose que nous nommons comme un nouvel animisme. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est un rapport entre l'humain et l'inerte, la machine, dans lequel il y a pour le moins un dialogue, sinon pas une soumission. N'est-ce pas? C'est-à-dire, mais pour le moins un dialogue. Hein? Alors, c'est là où nous voyons un tout petit peu apparaître dans cette époque de post-politique. Bon, la post-politique, effectivement, c'est un corollaire qui tombe de son propre poids. C'est-à-dire, si l'individu devient la figure de l'impuissance, n'est-ce pas? Si les grandes décisions relèvent des grands big data et des grandes machines, etc., n'est-ce pas? Bah, effectivement, on tombe dans une déçoit, dans une post-politique, parce que cette politique, comme nous la connaissons, et qui nous semble éternelle, n'est-ce pas? Mais qu'elle est née avant-hier, n'est-ce pas? Si la politique, telle comme nous la nommons en Occident, est l'homme en tant que sujet de l'histoire, l'homme qui décide, l'homme qui milite, l'homme que... Non? Et bien effectivement, dans cette post-modernité dans laquelle la figure de l'homme est détissée, hein, bah, effectivement, c'est une post-politique parce que c'est un tout petit peu, c'est que on a évoqué plusieurs fois les fameux groupes de 10 avec Edgar Morin, Rocard et d'autres, n'est-ce pas, qui disaient ça y est, c'est-à-dire la démocratie ne fonctionne plus parce que qu'est-ce qu'il peut savoir les citoyens qui vont voter sur les graves problèmes technologiques, non? Et alors c'est ce que Jean Petitot explique très clairement en suivant Hayek, hein, l'économiste et grand intellectuel Hayek, hein, libéral, qui dit mais finalement les hommes ne peuvent pas savoir sur quoi ils décident. Ils ne peuvent pas savoir. Donc ce qu'il faut, c'est que des techniciens, hein, s'occupent, et des scientifiques s'occupent de la chose. Hein, parce que sinon les autres, ils ne peuvent voter après des croyances, je ne sais pas quoi. Bon, très bien. Dans cette post-politique, ce que Petitot va expliquer en suivant Hayek, c'est qu'il y a eu une sacralisation du social. Vous voyez? C'est-à-dire que la désacralisation des cieux, du ciel, hein, a sacralisé le social. Vous voyez? C'est-à-dire que, donc, les changements du sujet. Hein, il y a le sujet sacré et le sujet social. Amin m'a raconté un truc très drôle il y a quelque temps à la fac en Iran. C'est que dans la fac des sciences, l'intégrisme est très fort. En tant que dans la fac des sciences humaines, l'intégrisme, il n'avance pas trop. Pourquoi? Parce que les sciences humaines, ils sont un autre sacré. En tant que pour les sciences exactes, qui sont un peu dans une désacralisation douloureuse, accepter les sacrés divins, ce n'est pas un problème, vous comprenez? C'est-à-dire que, donc, du coup, entre les sciences humaines et les sciences exactes, n'est-ce pas, il y a les sciences exactes qui deviennent intégristes, et les autres qui sont... Chacun a son sacré. Vous comprenez? Chacun a son sacré. Alors, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est cette désacralisation du social. Vous voyez? Mais qu'est-ce qu'ils font à manifester? Mais qu'est-ce qu'ils font à faire la grève? Ils sont des tarés, ils ne se rendent pas compte que les grandes décisions et les grandes choses se passent tout à fait à notre niveau. Vous voyez, c'est-à-dire, vous voyez même les journalistes qui sont des porteurs d'idéologie la plupart du temps, comme ils traitent les grévistes et les manifestants comme... Mais vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes pas au courant. Vous voyez, c'est comme Zarathustra, n'est-ce pas? Mais comment ils ne sont pas au courant que Dieu est mort? Et alors, les journalistes, ils disent, mais comment ils ne sont pas au courant que l'homme est mort? Hein, ils ne sont pas au courant que l'homme est mort, que ça y est, que maintenant, c'est dans d'autres dimensions que ça se passe. N'est-ce pas? Bon. Et là, on voit... Donc, la vie sociale, tout à fait désacralisée, devenir fonctionnement de l'en-soi, un en-soi qui fonctionne, un fonctionnement technique, et les seuls critères de décision seront la corruption ou les problèmes de cul, n'est-ce pas? C'est-à-dire la corruption ou les abus. S'il n'y avait pas de corruption ou des abus, ça fonctionnerait. Mais qui est corrompu? Ah ben justement l'homme, quoi. L'homme est corrompu. Ouais. Qui fait des abus sexuels? Bah, c'est pas la pauvre IBM, vous voyez, c'est pas la bécane, vous voyez. C'est l'homme, c'est l'être humain. Vous voyez, c'est-à-dire que nous voyons bien, par exemple, parce que
moi je vais bien quand même qu'on soit tous devenus tellement moraux, tellement... Mais c'est quand même un tout petit peu étonnant que Lula soit en tôle pour corruption. La présidente de l'Afrique du Sud est en tôle pour corruption. L'ex-président de l'Afrique du Sud est en tôle pour corruption. Je ne me souviens pas. Sarkozy et Christina Kirchner pour la corruption. Bon. Alors, vous comprenez, c'est-à-dire, effectivement, il y a tout ce que vous voulez qu'il y a. Mais il faut un tout petit peu se dire, c'est quand même un tout petit peu étonnant qu'on n'a pas pu choisir le président qui allait gagner en France parce qu'il baise, et qu'on ne peut pas choisir le président qui allait gagner au Brésil parce qu'il est corrompu, vous voyez. C'est un tout petit peu étonnant, vous comprenez. Ça devrait être un tout petit peu étonnant. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais ce qu'il y a derrière, c'est ni plus ni moins que la phrase de Platon: les corps sont corruptibles, les idées sont éternelles. Les hommes sont corruptibles, les algorithmes sont éternels. Vous comprenez? C'est-à-dire que... Donc, effectivement, nous... Ça arrange... Enfin, moi, je sais que, par exemple, dans le camp de gauche, par exemple, ça va nous arranger qu'on accuse Fillon sur des affaires de corruption, parce que sa politique comme ça ne va pas être mise en œuvre. Et j'imagine que dans le camp, c'est pareil, quoi. Mais exactement pareil, sauf que, malheureusement, entre la politique de Fillon et la politique de la gauche, la seule différence, c'est qu'un les font les honteux et les autres les font contents. Tu vois, parce que comme la politique, c'est la gestion orientée par ces instances suprapolitiques et supradémocratiques, que tu sois l'extrême gauche en Grèce ou que tu sois Fillon ici, de toute façon, tu votes qui tu veux, c'est la macroéconomie qui décide des orientations. Tu vois. Alors, moi, je trouve quand même que c'est là où cette désacralisation de l'humain, cette désacralisation du social, va accompagner effectivement de deux mouvements. Un mouvement, c'est le mouvement de fonctionner contre exister. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il faut une société qui fonctionne. Alors, une société qui fonctionne est une société dans laquelle il n'y a que de l'en-soi fonctionnant. Hein? L'en-soi bien huilé fonctionnant. Vous parliez tout à l'heure des livres, par exemple, on n'avait pas le droit de lire pour soi, parce que c'était le prêtre qui devait interpréter et donner la parole. Mais aujourd'hui, ça, on ne le voit pas, on a toujours le droit de lire pour soi, on a le droit à son intimité, je veux dire. Absolument, c'est-à-dire que tu as le droit de, par la quantité de citations qu'il y a un extrait ou un texte, d'avoir accès à ce texte-là. Tu vois, c'est-à-dire que la lecture, par big data, par corrélation, par quantité de citations, par le quantitatif, la lecture de la plupart des citoyens du monde, elle est à nouveau orientée comme à l'époque où les prêtres donnaient la bonne interprétation. Tu vois, c'est-à-dire, sauf que comme on est chez soi et c'est ton doigt qui appuie les boutons, tu te dis, c'est mon intimité. Or, effectivement, on est à nouveau de retour vers l'interprétation unique qui n'est pas simplement Dupont quand il veut savoir n'importe quoi sur la culture des bananes au Brésil, tu vois. C'est effectivement dans la science aujourd'hui, ce qui fait loi, c'est la publication au maître, tu vois, c'est-à-dire à la citation, tu comprends, c'est-à-dire combien de fois tu es cité. Tu vois, c'est-à-dire, donc, qu'est-ce qui fait les seules fonctions de vérité aujourd'hui en science est donnée par un principe quantitatif de la quantité de citations qu'il y a à ton article. Tu comprends? Donc, on va de plus en plus justement vers à nouveau l'exégèse unique donnée par big data, corrélation, et alors des marginaux comme toujours, des marginaux vont aller lire ce qui n'est pas à lire, n'est-ce pas? À ses risques et périls. À ses risques et périls de perdre du temps, de ne pas être ajourné, d'être mal vu, d'être critiqué. Et surtout, juste un mot, hein, la figure du terroriste. Hein, la figure du terroriste. Pourquoi? Parce que le terroriste est celui qui, dans un monde qui fonctionne,
qui fonctionne, c'est-à-dire nous on fabrique des bombes, des avions, les aviateurs bombardent, voilà, ils sont en salaire à la fin du mois, ils déclarent ses impôts parce qu'ils sont tous très honnêtes, n'est-ce pas? Mais il y a quelqu'un qui peut mettre des bombes, mais qui est la figure obscure du terroriste. Et notre société a absolument besoin de la figure du terroriste, comme de la figure du corrompu, comme la figure des pédophiles, parce que nous, petits individus bien disciplinés, bien cadrés, bien big datés, n'est-ce pas? On est tous des petits êtres très impuissants, hein, et qu'on a très peur des terroristes, des pédophiles, n'est-ce pas, et des corrompus. S'il n'y avait pas des terroristes, des pédophiles et des corrompus, ça irait bien, n'est-ce pas? Alors, juste, je vais dire après un mot sur vers où on va aller. Je peux juste rapidement. Tu as dit tout à l'heure que les big data en fait étaient utilisés pour l'aide à la décision. En fait, les big data vont servir surtout pour prendre des décisions à notre place. Et on va revenir à l'époque du curé ce sera plus un curé, mais maintenant ce sera les big data qui nous dicteront ce que nous devons faire en fait. Absolument. Bah, vous savez bien, c'est-à-dire la et je vous conseille le livre de Harari, Homo Deus. Les 150 dernières pages, il vous explique tout ça très clairement. Oui, vous savez bien, là, ce qui vient de se passer il y a 15 jours maintenant, c'est que un siècle de science-fiction s'est réalisé. Hein, c'est-à-dire le fantasme de science-fiction centrale, c'est un robot autonome tue un humain. Bon, ça y est, c'est arrivé aux États-Unis. La Google Car, une autre voiture, c'est pas Google, mais c'était Uber. Voilà, une Google. L'un a tué une femme, l'autre a tué les propres conducteurs, n'est-ce pas? Et ce sont des machines autonomes, n'est-ce pas? C'est-à-dire, alors, c'était très drôle parce que, c'est-à-dire, les journalistes qui commentaient ça, vous savez, il y a un mec, c'est abidonné, c'est très très drôle, je vous conseille, si vous êtes de mauvaise humeur, ça vous met tout de suite de bonne humeur. À 11h05 sur France Info, il y a un mec qui fait la chronique du Nouveau Monde, non? Et le mec, il raconte tous les horreurs, comme ça, c'est le Nouveau Monde. Voilà. Et alors, donc, les mecs, ils commentaient que, effectivement, parce qu'il y a la machine, elle a tué la pauvre bonne femme qui traversait de façon inopinée, mais c'était une SDF qui poussait un vélo, donc, vous voyez, c'était un tout petit peu... C'était pas dans les clous du tout. Bon. Mais l'autre, c'était un bonhomme qui était dans sa voiture Google Car cette fois-ci, mais il y avait donc un conducteur, mais il était un pilote automatique, non? La machine décidait toute seule. Hein. Le pilote automatique de l'avion, c'est pas les mêmes logiciels que la Google Car, hein. C'est pas exactement pareil, hein, c'est bon. Mais voilà. Donc, et la voiture a décidé d'aller contre la rambarde, et bon, il a éclaté le mec comme une pizza. Et alors les journalistes, là, avec la naïveté absolue, ils disaient, oui, mais la question c'est que les voitures autonomes, il faut bien qu'il y ait un conducteur pour, au cas où, reprendre les problèmes, vous comprenez, c'est-à-dire que je ne vois pas comment, dans un monde dans lequel personne n'aura besoin d'apprendre à conduire d'ici à 20 ans, vous voyez, et pourquoi quelqu'un qui pourrait être en train de lire, de jouer avec une machine électronique, n'est-ce pas, c'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il va se faire chier à regarder la route au cas où? Vous comprenez? C'est comme dire, vous pouvez toujours... À l'instant d'accident, il va regarder. Voilà, juste, voilà. C'est comme si on dit, écoutez, à vrai dire, votre bécane peut faire 1 milliard de calculs par seconde. Mais vous, faites des calculs après quand même, vérifiez. C'est les rôles de l'humain, vous vérifiez. Bon. J'ai appris à conduire les trains au cas où. Hein? J'ai appris à conduire les trains au cas où. Au cas où, tu vois qu'ils disent les fameux « a-t-il un pilote dans l'avion ?» tu vois. Là, il y avait un pilote, mais bon. Alors, donc, juste pour finir aujourd'hui, avant de dire un mot sur Buenos Aires, en fait, dans cette désacralisation que nous sommes en train de vivre, cette donc, déconstruction de l'humain comme le sujet, n'est-ce pas? L'humain opposé, culture, nature, etc. Ce que nous voyons apparaître, et c'est ce qu'on est en train de travailler avec Bastien en ce moment, c'est
apparition de ce que j'ai plusieurs fois nommé ici, des nouveaux sujets des droits. Des nouveaux sujets des droits. Pas d'objets des droits, des sujets des droits. Et c'est très intéressant parce que, par exemple, il y a un juge argentin qui a nommé personne, ou semi-personne, bon, donc sujet des droits, un grand singe. Non? Et il y a des jurisprudences dès qu'on a nommé sujet des droits à des forêts, par exemple. Sujet, une rivière aussi, et la mer. Bon, donc, alors, j'ai déjà avancé ça plusieurs fois, et on va développer ça. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si nous disons les délires transhumanistes, les droits des robots, effectivement, si nous pensons que nous sommes encore à l'époque dans laquelle l'humain a les monopoles de toutes les qualités qu'il faut pour être sujet des droits, entre l'humain et la machine, il y a un monde énorme. Mais à vrai dire, il y a tout un dégradé que c'est déjà fait, vous voyez, qui fait que l'humain perd les qualités qui les faisaient monopole du sujet des droits. La femme, c'est la femme qui est le même droit que l'homme. Par rapport à Bah ça, c'était une sorte de décadence déjà première totale. Absolument. 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 Et après, vous vous rappelez quand même les droits de l'homme, c'était pas simplement l'homme, mais en plus c'était l'homme, ni trop vieux, tout ça. Donc tout à coup... Le WASP parfait, quoi. Le WASP parfait. Parfait. Alors donc, on voit bien que celui-là, il perd ses qualités, il distribue les qualités, Vous comprenez? C'est-à-dire que distribuer les qualités tout à coup, c'est très intéressant. Ce qu'on essaie de comprendre avec Bastien, c'est la dentelle juridique qui a permis, non pas d'un point de vue philosophique, vous comprenez, mais d'un point de vue très pratique. Vous savez, les juristes sont des gens très pragmatiques. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a permis petit à petit qu'à un niveau pragmatique, concret, matériel de la société, on arrive à faire glisser les qualités nécessaires pour être un sujet des droits vers une fleuve, vers un singe, vous comprenez? Et donc, et vers un robot. Pas encore, mais vers un robot. Vous voyez? Alors, la question, c'est pas, il faut la prendre pas comme une horreur, comme un truc très bizarre. Vous savez, avant-hier, en France, on jugeait les loups, on jugeait les chiens, on jugeait les animaux. On les jugeait, on les condamnait. Par exemple, quand un loup mangeait ou tuait un enfant, on prenait les loups, on les crucifiait à l'entrée du village pour que les autres loups sachent que dans ce village-là, quand même, on n'était pas du tout d'accord qu'on se bouffe les mômes. En Chine, Chuang Tse parle de cette montagne sacrée qui a été condamnée parce que je ne me souviens pas qu'est-ce qu'elle aurait fait, la montagne sacrée, vous comprenez? Donc, l'humanité, elle a vécu beaucoup plus dans cette distribution de la qualité des sujets que dans l'humanisme del monopole humain des sujets humains et, comme on dit, un sous-ensemble de l'humain. Bon. Alors, le droit peut quand même avoir une dimension positive. C'est le droit positif, ça, oui. Non, mais je veux dire, si un animal devient un sujet de droit, c'est pas forcément seulement au regard de la dégradation de la qualité d'homme, mais peut-être pour donner des droits supplémentaires il y a les deux choses. Dans une vision positive. Quoi. Il y a les deux choses, tu vois, il y a les deux choses. Dans la distribution, il y a quand même effectivement une décentration radicale de l'espèce humaine du centre des dispositifs, tu vois, c'est un truc copernicien, tu vois, c'est-à-dire tout à coup la Terre part du centre du monde, de l'univers, et l'espèce humaine, boum, quitte le centre de la scène. Alors, d'une façon ou d'une autre, que soit en bien ou en mal, ça se discute parce que ça dépend aussi vers quel côté ça va, mais c'est inévitable que de la distribution des qualités pour être sujet des droits, ben si, l'espèce humaine, en perdant le monopole, en étant excentrée, perd, oui, effectivement, diminue sa dignité, entre guillemets, tu vois. Mais ça, c'est très intéressant parce que c'est vers là où on va aller. C'est-à-dire, quand nous disons, mais alors, si l'individu n'est pas le bon périmètre pour agir, n'est-ce pas? Si le social, tel qu'on l'a connu, le social sacralisé, etc., n'est plus le bon périmètre pour agir, c'est-à-dire que ce n'est plus le sujet. Eh bien, justement, de ces côtés-ci,
il y a quelque chose à comprendre, à chercher, à voir, parce que peut-être justement ce qu'il faut essayer de comprendre, quel contour, quelle gueule, quelle forme, n'est-ce pas, peut avoir ces nouveaux sujets émergents qui ne sera pas ni un chien, ni un chat, ni une montagne, n'est-ce pas, ni une machine, mais sera un ensemble hybridé, paysage, animal, machine, culture, n'est-ce pas? C'est-à-dire que on peut dire même que ce nouvel animisme, non? Animisme dans le sens de prêter de l'intentionnalité à d'autres sujets que l'humain. Dans ce nouvel animisme, c'est là où se joue peut-être les conflits fondamentaux ou l'affrontement fondamental de notre époque. Soit ce nouvel animisme va vers une hybridation où le monde du fonctionnement digital colonise les vivants, soit ce nouvel animisme pourra restructurer sous des principes organiques cet ensemble hétéroclite qui inclura animal, culture, technique, paysage, vous voyez, c'est-à-dire que la bifurcation est déjà faite. C'est-à-dire aucun retour vers les sujets anciens, n'est-ce pas, que ce soit la divinité comme dans d'autres, ou que ce soit l'homme, aucun retour en arrière est possible, n'est-ce pas? On voit bien les tentations de retour en arrière. Par exemple, à chaque fois qu'on parle des problèmes sociaux, on dit il faut repolitiser. Et le problème, c'est qu'on comprend bien l'intention positive des copains, des copines qui disent qu'il faut repolitiser. Le problème, c'est que repolitiser signifie reconvoquer à la place centrale un sujet qui n'a plus la puissance d'agir. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est le problème actuel. Vous comprenez? C'est-à-dire que repolitiser, ça veut dire, vous voyez, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manifester, ça ne veut pas dire que, espérons que les sadistes tiennent le coup et qu'ils gagnent, espérons-les fortement, ceux qui prient ce soir, faisons. Mais dans tous les cas, ça ne veut pas dire que ces formes de combat n'ont plus aucune place. Mais dans tous les cas, la ZAD, pour dire la ZAD concrètement, vous voyez bien que dans la ZAD, ce n'est pas deux humains qui se bagarrent contre des flics hors lieu. Vous comprenez? C'est la ZAD avec sa biodiversité, avec son lieu, vous comprenez, avec sa végétation, et avec les femmes et les hommes qui sont là-dedans, qui résistent. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce n'est pas une résistance qu'on peut penser comme déterritorialisée. Elle est une résistance déjà territorialisée et dans laquelle il y a un début d'hybridation, écosystème, homme, machine, vous voyez? Alors, juste, je me disais par rapport à la langue qui a besoin d'être humain pour être parlée en fait, je me disais que peut-être que les paysages, les langues, enfin tout un tas de choses qui sont pas sujets, ont besoin des êtres humains pour être sujets à travers nous en fait, quelque part. Et certainement, il y a quelque chose qui est insécable, si tu veux, c'est que comme la place, visiblement, de l'espèce humaine est une place d'interface entre les symboliques, ce qu'on nomme la culture, je ne sais rien, tu vois, la langue, bon, etc. Comme la place de l'espèce humaine est de faire cette interface entre les deux, c'est sûr que c'est impensable des redistributions des sujets des droits sans que ça tienne compte de cette particularité de l'espèce humaine. Simplement que l'homme est indispensable pour parler, pour penser, sauf que la parole ne parle pas de l'homme. La parole émerge de tout un ensemble dans lequel l'homme est indispensable, mais n'est pas lui le sujet de la parole. C'est-à-dire, bon, écoutez, c'est un peu tard. Je voulais juste dire alors que ce qu'on va faire par rapport à la préparation de la réunion de novembre, donc je pars demain, il y a une réunion, donc il y aura tout un mois de réunion à Buenos Aires. Quand on va rentrer de Buenos Aires, on va faire une réunion à Paris pour informer un tout petit peu où ils en sont les Italiens, les Boliviens, les Uruguayens, les Argentins, bon, où ils en sont tous ces gens-là.
informer et voir qui a envie de travailler, de proposer des choses pour cette réunion-là de novembre, que ça peut être en présence ou des textes, ou peu importe. La question, pour être très très clair, la question c'est justement, mais qu'est-ce qui est possible aujourd'hui? Quels sont les nouveaux possibles aujourd'hui? La question ce n'est pas faire une liste des plantes, vous voyez, un cahier de doléances comme avant la Révolution française, vous voyez, c'est-à-dire, ni non plus un cahier de tous les gens qui, très légitimement et heureusement, aujourd'hui se battent pour leurs droits, pour leurs acquis, pour leur vie, n'est-ce pas? C'est pas non plus ça. C'est vraiment, en tenant compte ces changements radicaux d'époque, quels sont les nouveaux possibles qui permettent de parler d'émancipation, de résistance, de création, n'est-ce pas? Ça, c'est l'objectif. Mais bon,